avec un couple moteur qui peut atteindre jusqu'à 65 Nm, une capacité de batterie pouvant atteindre 720 Wh et un poids en dessous de 20 kg, le BH Healing Style semble proposer une alternative intéressante au VTT AE léger. On l'a testé en profondeur et c'est aujourd'hui l'heure du verdict. Salut à tous, bienvenue sur Endurobike. On se retrouve donc aujourd'hui pour l'essai complet du BH Healing Style Carbone. Il existe également en aluminium. Le Healing Style, c'est le VTT AE léger de la gamme BH. Il affiche 150 mm de débattement à l'arrière, 150 mm à l'avant, avec des roues en 29 pouces. L'une des premières caractéristiques à noter sur ce Healing Style, c'est le moteur développé directement par BH. C'est donc la marque qui produit directement le BH2 X Mach 2. Il affiche un couple maximal de 65 Nm et niveau capacité de batterie, le vélo embarque une batterie interne de 540 Wh qui peut être poussée avec une petite batterie additionnelle de 180 Wh supplémentaires pour une capacité totale de 720 Wh. Aux commandes du Healing Style, on a une position plutôt naturelle, quoique portée un tout petit peu vers l'arrière. C'est ce qu'on retrouve aussi au niveau des chiffres, puisqu'on a un tube de selle qui affiche 75,5 degrés, ce qui est plutôt, on trouve bien plus redressé dans la catégorie, avec des positions plus centrales encore. L'angle de direction ouvre à 66 degrés, c'est un poil plus fermé que ses concurrents. Et au niveau longueur, dans la taille M qu'on a en test, on trouve un reach de 455 mm et des bases plutôt longues de 451 mm. Pour la gamme, le BH Healing Style est disponible en aluminium et en carbone. L'aluminium est accessible à partir de 5 099 €, qui est un tarif plutôt agressif quand on regarde par rapport à la concurrence. Et nous, on a testé le modèle le plus haut de gamme en carbone, la version Pro 8.9 à 9 099 €. On retrouve sur cette version un équipement plutôt très haut de gamme, un duo de suspension Fox Factory avec le revêtement Kashima. On trouve à l'avant une fourche Fox Float 36 avec une cartouche Fit4 en 150 mm de débattement, un amortisseur Fox Floatix avec un réglage de compression et un blocage. Pour la transmission, c'est un groupe complet Shimano XTR en 12 vitesses avec des manivelles en carbone et un plateau de 34 dents. Niveau train roulant, c'est chez Raceface que ça se passe, avec des roues Raceface turbine en 30 mm de largeur interne, chaussées de pneus Maxxis avec un High Roller 2 en carcasse Exo et en gomme 3C Max Terra à l'arrière. Et à l'avant, on retrouve un Mignon DHF en carcasse Exo Plus et en gomme 3C Max Terra. Pour stopper cette machine, on retrouve les célèbres Shimano XT 4 pistons avec des disques XT en 203 mm à l'avant et à l'arrière. Niveau périphérique, on trouve un poste de pilotage Raceface A-Effect R en 35 mm de section avec une potence pouvant accueillir un multitool Fit et des grippes Ergon et une tige de selle télescopique Fox Transfer Factory en 150 mm de débattement avec une selle Prologo. C'est bon, ta moustache est bien remise, Rémi? Allez, tout va bien? La barbe est peignée, ouais, c'est bon. Exactement, nickel. donc on se retrouve du coup avec Rémi qui m'a aidé à tester ce Healing Style Carbone, puisque Rémi, tu as testé la version également musculaire. Exactement, donc du coup c'était assez intéressant de pouvoir comparer le même vélo en musculaire et en électrique. Ouais, exactement. Alors, niveau des lignes de ce BH, il y a un petit air de famille quand même avec la version sans moteur. Ah bah clairement, de toute façon, la cinématique étant la même, on récupère la même ligne globale, avec un petit surpoids, un petit embonpoint au niveau du moteur, mais quand même bien contrôlé. Hein. Et les lignes restent quand même assez fines et fluides. Ouais, moi j'aime bien le look global. Alors oui, c'est peut-être pas le vélo de l'année en design, ça peut partager, mais globalement je trouve qu'il est quand même bien réussi, bien intégré. Moi je suis un peu moins fan perso, je préfère quand il y a vraiment du slope, quand il y a du... Ouais. Quand c'est un peu plus agressif que ça. Par contre, ouais, clairement, au niveau de l'intégration, je sais pas toi, mais je trouve que c'est quand même bien réussi. Ouais, là, c'est bien réussi. Niveau coloris, c'est pareil. On a différents coloris au choix. Oui. Soit flashy, comme ce coloris bleu canard et jaune fluo. Ouais. Et on a aussi des coloris plus sobres. C'est plutôt cool d'avoir le choix parce que c'est plutôt rare. Là, on a 4 coloris au choix, donc
Ça, c'est vraiment pas mal. une belle gamme, ouais. En termes de finition, est-ce que tu peux me parler des défauts que tu as pu relever et des qualités que tu as pu relever sur ce BH Linkstrike? Au niveau finition, je sais pas ce que tu en as pensé. Moi, j'ai trouvé que c'était quand même bien fini. Ouais. Les peintures sont propres. On a quand même un beau niveau de finition. Après, comme sur le musculaire, il y a des petits trucs qu'il faudrait, Qu'il un peu faudra améliorer. Par exemple, le cache qui a sauté pour le serrage de selle qui est tombé. Ouais, le système de fixation du cache est effectivement. Ce qu'on ça avait tient déjà pas très remarqué sur le précédent, au niveau de la protection, c'est présent, mais c'est pas non plus ultra généreux, surtout sur le sabot en bas, on monte pas trop sur le tube de diagonale. Au niveau des des bases, bases, c'est c'est quand même correct. Hein. Non, c'est correct, c'est plus protégé sur dans son ensemble. Ouais. le sabot ici où je trouve que C'est un petit peu un minimaliste. petit peu minimaliste, mais on a quand même un beau niveau de finition. Tout ce qui est visserie, c'est bien intégré avec des protections. Le cache de chargement, lui, protège nickel. Ouais, ouais. Et puis c'est super intégré, quoi. Ouais, c'est dans le super pivot, intégré. il est vraiment clean. Moi, je l'ai cherché au premier abord déjà. Le cache, je dis mince, elle est où la prise là-dedans? Ouais, bah moi si on m'avait pas dit, j'aurais sûrement mis un petit peu de temps à le trouver. Ouais, Ouais. bah moi j'ai mis un petit peu de temps à le trouver, exactement. Moi il y a quelque chose sur lequel je suis un petit peu moins fan, c'est le jeu de direction Acros avec le knock block intégré. Alors, Ouais. c'est assez propre au niveau du passage de câble et de gaine, mais Par contre, visuellement un peu lourd. ouais, Et puis surtout, comme tu disais, il y a un knock block qui permet d'empêcher que le T de fourche vienne taper dans le tube diagonal. Sauf que le problème, c'est que si on force vraiment, il tourne quand même le knock Ouais. block. du coup ça protège pas vraiment en cas de chute. C'est ça. Niveau ergonomie, donc du coup sur ce modèle-là, il y a le bidon additionnel, enfin la Oui. batterie additionnelle qui est intégrée dans le porte-bidon. Donc c'est ça. Ça tient super bien, Ça ne bouge pas. c'est assez pratique à retirer et à remettre. Oui, on l'a vu chez d'autres marques, par exemple, quand on l'installe, il faut prendre un câble qu'on sort, qu'on vient brancher. Ouais, là c'est pas du tout. Là, le branchement est directement dans le porte-bidon. On glisse, c'est réglé, en 30 Ouais. secondes c'est fait, c'est vraiment clean. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas le charger séparément à la maison. Ah oui, ça Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage. Ouais. C'est un peu dommage. C'est dommage également que la batterie ne se retire pas séparément. Oui. Ça, pour ceux qui habitent en appartement, c'est comme sur le Shuttle SL, il va falloir composer avec madame Ouais. et puis mettre le vélo dans le salon. La manette de commande, tu l'as trouvée comment? Franchement, moi je l'ai trouvé top. Il y a 3 boutons, enfin un marche-arrêt et puis surtout 2 boutons plus-moins. C'est super simple, ça tombe bien sous le pouce. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un petit rappel lumineux qui est assez rapide, assez facile. Alors après ça, j'avoue que c'est peut-être le truc que j'ai trouvé le moins pratique. Parce que ça sert à la fois à indiquer le mode et à indiquer le niveau de batterie. Et du coup, comme c'est avec un jeu de couleurs, il y a des fois où les couleurs peuvent un peu se... Ah bah, en fait, c'est quand tu as la batterie additionnelle qui est installée, tu as la moitié qui est dédiée au mode sur lequel tu es, et l'autre la moitié, moitié- ça change de couleur en même temps quand tu changes de mode. C'est vrai que pour s'y retrouver, des fois, c'est un petit peu... peu galère. Ouais, c'est un petit peu galère. Mais cela dit, on s'y retrouve quand même assez bien. Et puis, ce qui par contre est vraiment bien, c'est qu'il y a les 4 modes d'assistance, le mode neutre et le mode automatique qui est en dessous. Il faut Ouais. refaire en moins. Et donc du coup, il n'y a vraiment pas de risque de se mélanger entre l'automatique et un mode d'assistance normal. Alors, les modes d'assistance, bon, on est sur l'ergonomie, ils sont entièrement personnalisables via l'application. Ça, c'est top. L'application, elle est franchement un petit peu moins moderne que celle de Fazua qui était sur le pivot Shuttle SL. Ouais. C'est un peu plus basique quand même. Et puis même au niveau des possibilités, on a juste la possibilité d'ajuster le niveau d'assistance par mode, mais pas vraiment la courbe de progressivité Ouais. du moteur. Et il y a moins de possibilités quand même de réglage. Cela dit, c'est déjà bien de pouvoir le faire. Ouais. Je sais que toi, tu avais été déçu, comme sur le Shuttle SL, de ne pas avoir d'écran Ouais. associé. Ah ouais, moi je regrette un petit peu parce que tu vois sur le Trek, il y a le système TQ intégrait un écran dans le top tube, c'était super propre, il y a toutes les infos dont tu as besoin. Sur le Shuttle SL et sur le BH, ça c'est des infos qu'il va falloir récupérer via un Garmin et c'est pas aussi complet quand même que sur un ça. système natif. Bon, puis ça oblige à, si vous ne l'avez pas déjà, à racheter un GPS en plus, Ouais, si voilà. c'est des infos qui vous sont nécessaires. Allez, maintenant on va attaquer ce qui prend une part quand même hyper importante sur l'e-bike, le D+, et la motorisation. Voilà, le test terrain, comment fonctionne le moteur BH. On n'est pas sur un gros e-bike, donc on n'est pas sur un moteur, c'est pas une moto, c'est pas un truc qui est censé mettre une patate incroyable. Moi je dirais que c'est un entre-deux quand même. Pour avoir testé tous les VTT AE Light qu'on a roulé, c'est entre le Trek et entre un gros e-bike. On a un moteur qui est quand même un petit peu plus véloce. Il affiche d'ailleurs 65 Nm de coupe max et ça se sent.
C'est clair, on a une vraie assistance. En boost, ça pousse bien, quoi. Ouais, en boost ça pousse bien. Et d'ailleurs, on peut rouler souvent en boost parce que l'autonomie elle est quand même assez ouf. Ouais. Moi j'ai fait des sorties totalement en boost de 45 km avec plus de 1000 mètres de D+. Et je suis rentré, j'avais encore de la batterie et puis j'ai jamais réussi à épuiser l'ensemble batterie additionnelle parce que ça fait 720 Wh et on a un moteur qui est quand même relativement pas économe, mais il a un petit quand on est en gourmand, non, il n'est pas trop gourmand, il permet de faire vraiment des belles grosses sorties. Ouais. Et si vous voulez vraiment vous faire des gros trips en éco, ça doit être un truc de malade mental. Moi j'ai pas essayé de faire des énormes sorties puisque j'ai pas vraiment le temps de faire des sorties de 6-7 heures. Mais clairement ça s'envisage. On a donc sur ce BH 5 modes d'assistance, un mode intelligent, plus un mode éco, un mode éco plus, un mode power et un mode boost. C'est ça. Est-ce que les modes ont beaucoup de différences entre eux? Alors déjà, comme tu l'as dit, on peut l'ajuster via l'application. Donc ça, après voilà, c'est vous qui choisirez, mais de façon native, oui, il y a une différence qui est notable entre les modes. Le mode éco, globalement, moi j'ai trouvé que ça permettait juste de soutenir le poids du vélo. Ouais. On n'a pas vraiment l'impression que ça aide plus que ça, juste ça permet de ne pas traîner une enclume. Voilà, quand tu le coupes d'ailleurs, tu sens bien. Tu sens bien que ça t'aide quand même. C'est ça. Mode éco plus, moi j'ai trouvé que c'était très pertinent quand on est sur des portions plates parce que ça permet d'arriver juste en dessous de la vitesse max, mais de jamais aller au-dessus, donc de jamais couper. Donc ça c'est top à ce niveau-là. En montée, bien évidemment, ça apporte de l'aide, mais c'est beaucoup moins franc que les modes suivants. Power, là, on a une assistance qui est vraiment une belle assistance. Et puis boost, là, ça dépote bien quand même. Ouais, c'est pas mal. Et puis, il y a le mode intelligent, comme on disait. Alors, c'est un mode intelligent. Moi, ce que j'en ai ressenti, c'est que c'est progressif. C'est-à-dire qu'au début, il ne met pas trop d'assistance. Et puis, plus on est en train de pédaler pendant longtemps, et plus il fait monter l'assistance jusqu'à arriver à un niveau boost. Et globalement, j'ai trouvé que c'était quand même convaincant. Ouais, il est assez intéressant. Notamment quand on est sur du vrai VTT où ça monte et ça descend parce que en fait, on recommence tranquillement et puis dès qu'on est dans la montée, que ça fait un petit moment qu'on a pédalé, là on passe en boost, donc vraiment on grimpe bien. Il y a vraiment que quand on est sur à nouveau des grandes portions plates, un peu longues, où on atteint aussi les limites parce qu'on finit par arriver à un niveau d'assistance boost, donc on arrive un peu à ce niveau, comme on disait, coupage, redémarrage, coupage. Mais pour pas se prendre la tête, c'est quand même un mode vraiment intéressant. Ce que j'ai trouvé, moi, qui m'a bien plu, c'est qu'il y a une vraie assistance, on l'a dit, mais c'est pas une assistance qui est trop violente. C'est-à-dire que par exemple, en mode boost, on peut tirer un wheelie et on n'a pas peur de se retourner dès que ça s'enclenche. Ouais. Une fois que le moteur est embrayé, du coup, ça donne pas d'à-coup. C'est ça. Par contre, c'est vrai qu'il est un petit peu moins naturel que les deux autres, que le Phase et que le TQ. On a tendance à avoir à l'enclenchement un petit il y a un petit lag et d'un coup ça s'enclenche, c'est vrai que ça part un peu fort. Ouais, c'est un petit peu moins, c'est un petit peu plus brusque. Et des fois même, on a à l'enclenchement, on a un petit clac comme s'il y avait une petite roue libre qui s'enclenchait à l'intérieur. Niveau bruit, c'est pareil, il est un tout petit peu plus bruyant que les deux autres compères qu'on a testés précédemment. Non, mais ça reste quand même silencieux. Ça reste quand même silencieux et beaucoup moins audible que les gros VTTAE type moteur Shimano et Bosch. Quand même. Ouais, clairement, c'est les vélos, quand on les entend passer, on a l'impression qu'il y a un ventilo sur le vélo. Là, celui-là, pour être dessus quand on roule, oui, on entend un petit vzz permanent, mais c'est vraiment discret. En tout cas, moi, ça m'a pas gêné, alors que je suis plutôt d'habitude assez critique de ces choses-là. Sur le vélo en lui-même, est-ce que tu l'as trouvé dynamique en montée, facile à placer Alors, comparé au musculaire, au BH musculaire, c'est vrai qu'il y a une différence quand même qui est vraiment flagrante. Celui-là, il est déjà beaucoup plus lourd, il est aussi plus pâteau et ça se ressent à la montée, par exemple, dans les montées techniques. Il faut beaucoup plus anticiper, même encore plus qu'avec un gros enduro musculaire. Faut faire aussi attention à ne pas se faire embarquer. C'est vrai que quand on commence à avoir l'avant qui déleste ou autre, avec l'assistance, beaucoup plus vite, on glisse, on se retrouve à perdre le contrôle du vélo. Donc finalement, j'ai trouvé qu'en montée technique, c'était plus difficile presque qu'un musculaire. Du coup, pas transcender sur les montées techniques. Après, sur les montées qui ne sont pas techniques, même très raides, c'est un régal. Avec l'assistance, on grimpe aux arbres, et puis on enchaîne les rotations. Le grip, il est quand même bon à l'arrière. Ouais, on va en parler après, mais ça, oui, très bon grip ce vélo. Dans l'autre sens. C'est ça. Bon, assez parlé de montée, Rémi, il en a marre.
on va parler descente. Descente. Et déjà, je vais te poser la même question que j'ai posée à Max lors de l'essai du Pivot Shuttle SL. Est-ce que tu t'es senti au guidon d'un VTT-AE? Alors oui, franchement, clairement. D'accord. Moi qui ai vraiment l'habitude de rouler beaucoup de vélos musculaires, on sent qu'on est vraiment sur un autre type de vélo. On sent quand même qu'on est sur une autre pratique, on est un vélo beaucoup plus lourd. Et à pas mal de moments, ça va se ressentir. Si on compare avec le Highlinks Trail musculaire, on a vraiment deux vélos complètement différents. On retrouve certains traits de caractère qui reviennent. On sent qu'il y a une filiation entre les deux. On sent qu'il y a les gènes, gènes de la marque BH. Mais clairement, ce ne sont pas les mêmes vélos. Alors, en confort, on a un duo de suspension Fox Factory. Ouais, Par contre, on a une cartouche Fit 4. c'est ça à l'avant. Ce que j'ai trouvé dommage, sur Moi le aussi. Lynx Trail musculaire que j'avais testé, on avait la Grip 2. Et là, pour moi, c'est une erreur de casting parce que la Fit 4, l'avantage, c'est d'avoir la plateforme de pédalage. Ouais. Sur un e-bike, franchement, on s'en tape. Voilà, clairement. Et on aurait préféré bénéficier du soutien supplémentaire qu'apporte la Grip 2 et des possibilités de réglage beaucoup plus fins. Bah, plus fine et puis avec une fourche pour les avoir testés qui fonctionne quand travaille même mieux. beaucoup mieux. Ouais. Et sur un vélo qui est quand même gros, qui va permettre de prendre beaucoup de vitesse et qui a de l'inertie, c'est important d'avoir une fourche qui tient le pavé, quoi. Sur la cinématique globale du cadre, est-ce que tu trouves que ce BH il est confortable? Est-ce que l'amortisseur il travaille bien derrière? Alors, c'est plutôt confort. Moi, j'ai pas trouvé que c'était, on se fait pas brasser non plus énormément, mais par contre, on sent que l'amorto, le flotte X, se fait un petit peu dépasser rapidement. Il faut faire le choix, soit gonfler un peu plus, mais du coup avoir un vélo quand même où on est un peu plus dynamique et où du coup qui va. Moi j'ai préféré rouler dans ce mode-là avec un sag un peu moins important, pareil au C'est niveau ça. de la fourche. Je trouve que le vélo il est un petit peu plus équilibré et tu as moins tendance à aller rapidement dans le fond. C'est ça. Ouais. Parce que sinon, c'est vrai que c'est un peu le problème, comme je disais, il se fait dépasser, c'est-à-dire que sur des gros impacts ou des impacts un peu rapides, il y a des fois où vraiment on prend tout le débattement d'un coup. Ça manque de soutien à l'avant et à l'arrière, et puis même au niveau du dynamisme, tu le ressens quand tu es à 30% de sac, tu as un vélo qui s'ancre un peu trop, qui a du mal à avoir du pop, et puis on a du mal à bouger, à passer des obstacles, à passer en bunny, c'était un petit peu plus compliqué, surtout qu'on sent qu'on a quand même un petit peu de poids devant. Du coup, j'ai préféré le rouler un petit peu plus gonflé. Ouais, non, clairement, ça rapporte du dynamisme et ça, c'est bien. Parce que sinon, le vélo vraiment est ancré. Ouais. Après, c'est aussi intéressant d'avoir cette possibilité de réglage parce que, en tout cas, qu'il soit bien roulable dans ces configurations-là. Parce qu'avec un peu de sag, on l'a testé quand on l'a testé, pour le coup, il a un grip incroyable. Ouais, c'est vrai. Il est collé au sol et il y a des passages en virage, dans des virages relevés, où je me disais, mais en fait, il n'y a pas de limite. Je vais passer 3 fois plus vite qu'avec mes vélos normaux et le vélo, il est serein, il bouge pas. C'est un de ses gros points forts. Ouais. C'est le grip, il est vraiment ancré et collé au sol et ça permet de rouler vraiment très vite. Ouais, ça c'est assez démentiel et c'est une bonne surprise parce que franchement, je ne m'attendais pas spécialement à ça sur ce vélo-là. Moi non plus. Et puis Max, il a roulé une fois ou deux, c'est pareil, et il m'a dit il a un grip de ouf. Il est très intéressant parce qu'il permet de rouler très vite. Par contre, il a plus des gènes trail que des gènes enduro. On le ressent avec l'angle qui est un petit peu plus fermé devant. C'est ça. Et un avant qui est un petit peu plus vif et qu'il faut tenir quand ça va vite ou quand c'est un petit peu défoncé, quand tu dans de la pente raide aussi. Finalement, c'est encore une fois, là on retrouve bien les gènes que j'avais testés sur le musculaire. Il faut le tenir, quoi. On n'était pas sur un vélo d'enduro, mais on était sur un vrai trail. Là où sur celui-là ça devient un peu traite, c'est comme on l'a dit, il a un grip de folie, on a un vélo qui est quand même assez lourd avec de l'inertie, donc c'est un vélo qui finalement pousse à aller vite, pousse à être roulé comme un enduro, mais attention quand même à pas s'enflammer quand même. Parce que tu peux tirer tout droit facilement. Tu te trouves maniable le Lynx Trail? À nouveau, on retrouve encore le surpoids, quoi, vraiment qui grève un petit peu à ce niveau-là. Voilà, après ça reste un e-bike, on sait que les e-bikes ça se roule pas comme un musculaire, mais ça demande quand même de le bouger un petit peu. Il faut un peu le brusquer. J'ai trouvé moi un petit peu exigeant quand même, il est assez rigide, il est précis, mais du coup il demande un petit peu de bagage technique quand même pour bien être exploité. Et je suis pas sûr qu'il soit vraiment très adapté à un pilote débutant. Alors, en tout cas,
Moi, je l'ai quand même senti plus accessible que le musculaire, le Highlinks Trail, qui était vraiment un côté scalpel. C'est une bombe de nerfs. C'est ça. Là, l'avantage quand même, celui-là, il est quand même plus calme, donc on peut se permettre de le rouler en ayant un moins gros bagage technique, mais c'est vrai que comme tu dis, c'est pas le plus facile que j'ai roulé, moi. C'est ça. Il faut faire attention à pas se laisser emporter si on n'a pas le bagage. Du coup, Rémi, avant de passer à la dernière rubrique, je vais quand même te poser une petite question sur les sauts. Est-ce que tu as pu t'envoyer en l'air? Je pense que vous allez le voir, puisqu'on l'a filmé, donc je connais la réponse. Clairement oui. Alors, on l'a un petit peu dit, hein, pour tout ce qui est bunny, le côté fun, c'est vraiment pas le point fort de ce vélo-là. En revanche, dès qu'on a un vrai kick, une belle bosse, de façon assez surprenante, il est vraiment fun. Dans ce cas-là, il prend de l'air facilement, il est bien stable et le poids se fait beaucoup moins sentir. Dès que le vélo est en l'air, je retrouve un peu le côté comme j'avais sur le musculaire. Le vélo bouge bien, il est facile à placer en l'air, ça c'est cool. Et en même temps, comme on a du poids, de l'inertie, on a quand même un vélo qui est stable. Et du coup, vous allez sûrement le voir, je me suis pris des bons tirs avec et franchement, mais régal quoi. Hein. Ok. Bon Rémi, je pense qu'on a été assez complet, il est l'heure de synthétiser. Pour moi, ce BH Highlinks Trail, c'est un petit peu un entre-deux. Entre un gros VTT AE et un VTT AE Light. Il est plus lourd qu'un VTT AE Light, par contre, il a un moteur un petit peu plus puissant et surtout une bien plus grosse autonomie. Ses points forts, un grip démentiel, par contre, je trouve qu'il manque un petit peu de piquant. Ouais, et puis il est quand même assez élitiste en comportement, en tarif aussi, hein, même si on a un équipement ultra luxueux, on est à plus de 9000 € pour l'acheter. Mais là où BH frappe fort, c'est qu'il propose une version d'accès à 5099 € avec une version en aluminium qui devrait se montrer plus docile. Là-dessus, n'oubliez pas d'aller checker l'article. Nous on se dit à la semaine prochaine, on se retrouve en commentaire si vous avez des questions. Ridez bien, ridez safe, ciao. Rémi, putain, mon casque, connard. Voilà, ici voici Rémi, enfin son casque.